Donc, comment on va faire? On va faire une petite présentation de suite, un petit PowerPoint d'un quart d'heure, 20 minutes, et ensuite on pourra faire questions-réponses sur ce sujet. Voilà. Alors, pour commencer, eh bien, il faut vraiment définir à quoi correspond l'imagerie mentale. L'imagerie mentale, eh bien, c'est la capacité du cerveau à se représenter une chose, un acte ou quelque chose d'abstrait. Et l'imagerie motrice n'est finalement qu'une partie de l'imagerie mentale. L'imagerie motrice, c'est la capacité du cerveau à imaginer une action sans l'exécuter physiquement. Donc ça, c'est vraiment particulier. Donc, c'est vrai qu'on parlera pas mal aujourd'hui d'imagerie motrice, mais on peut se servir aussi dans la rééducation de l'imagerie mentale. L'imagerie motrice, eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est la représentation mentale d'une action. Et pour pouvoir se représenter une action, eh bien, plusieurs possibilités. Soit vous avez déjà réalisé ce mouvement, et donc là, on va faire appel à une expérience introspective avec des souvenirs de ce mouvement, ou faire réaliser le mouvement au patient auparavant et qu'après, il l'exécute en imagerie mentale. Et là, on va faire appel au maximum de modalités sensorielles. Et c'est vrai que vous pouvez retrouver un terme dans la littérature sous le nom de VACOG. VACOG qui veut dire visuel, auditive, kinesthésique, olfactif et gustatif. Et on sait que plus vous allez mettre de modalités sensorielles derrière une imagerie motrice, plus cette imagerie motrice sera claire et nette et précise. L'essor de l'imagerie mentale, elle vient beaucoup de cette étude d'Anakawa qui est de 2008, vous voyez, qui est maintenant assez ancienne, 13 ans, qui avait été l'un des premiers à montrer, grâce aux IRM fonctionnels, eh bien, qu'il existe une vraie équivalence neurofonctionnelle entre l'imagerie mentale et motrice et la réalisation d'un mouvement. Là, sur donc, ce schéma, vous avez sur la première ligne, voilà, si on stimule un muscle, qu'est-ce qui s'allume au niveau du cerveau. Dans la deuxième ligne, ici en turquoise, vous avez, eh bien, qu'est-ce qui va être activé, quel schéma de connexion va être activé lorsqu'on fait une imagerie motrice. Et sur la troisième ligne, qu'est-ce qui est activé quand on réalise réellement le mouvement. Eh bien, Anakawa a montré qu'il existait une corrélation entre 85 et 90%, donc de même schéma de connexion, qui se réalise quand on fait l'imagerie mentale et le mouvement. Donc ça, c'est très intéressant parce que, eh bien, on peut se servir de ça pour essayer d'activer des schémas de connexion, soit qui auraient été inhibés, c'est-à-dire que le cerveau, eh bien, n'arrive plus à faire ce schéma de connexion, la connexion s'est tarie et il a mis en place un autre schéma moteur de connexion. Et donc, du coup, on peut se servir de l'imagerie mentale pour essayer de réaliser un mouvement. Voilà, je pense que vous vous souvenez très bien de ces ce petit schéma d'une synapse donc nerveuse, donc là, avec l'influx nerveux qui arrive, qui va venir au niveau de l'espace synaptique, verser des vésicules et qui vont être donc reconnus. Donc ces neurotransmetteurs vont être reconnus par le récepteur de la synapse suivante, donc ce qui fait un schéma de connexion. Eh bien, ce qui se passe, c'est que plus on va stimuler ce schéma de connexion, plus les neurotransmetteurs vont être vite reconnus par les récepteurs, et ce qui va rendre une automatisation de ce schéma de connexion. Donc, d'où l'importance de faire répéter ces stimulus pour que, eh bien, on rentre dans un schéma d'automatisation. Alors, ce que l'on voit et qui est intéressant, c'est que dans l'imagerie mentale, là sur cette étude 91 et 2004, et qu'il y a une vraie équivalence neurovégétative entre l'imagerie mentale
et la réalisation d'un mouvement, c'est-à-dire que, eh bien, potentiellement, le cerveau va même mettre en place des sécrétions d'hormones, des neurotransmetteurs, rien qu'avec l'imagerie mentale. Donc, il y a un vrai potentiel de ce côté-là. Ce que je vous ai mis aussi en dessous, par exemple, qui est intéressant, qui avait été fait en 95 avec Léon, c'est eh bien, un travail avec des pianistes qui avait montré que sur la découverte d'un morceau, eh bien, avec un groupe qui faisait 10 heures de travail, on avait une équivalence avec un autre groupe qui faisait que 2 heures, mais ce travail d'imagerie mentale associé. Donc, un rapport de 1 pour 5, donc assez important entre l'imagerie mentale et le travail physique. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je vous encourage à le suivre et à aller le voir parce que le spécialiste en France de l'imagerie mentale, c'est le professeur Guillot, qui se trouve à Lyon, qui publie beaucoup d'études et de rapports d'études sur l'imagerie mentale. Donc Guillot, c'est G-U-I-2-L-O-T, Aymeric Guillot, et qui encore dernièrement a montré que, eh bien, il y avait des différences entre l'imagerie mentale kinesthésique, c'est-à-dire sur des sensations corporelles, l'imagerie mentale visuelle, l'imagerie mentale auditive, etc., etc. Ce qu'on sait, c'est que l'imagerie mentale kinesthésique est plus puissante que l'imagerie mentale visuelle, mais comme je vous l'ai dit au départ, plus on va donner de modalités sensorielles à une imagerie mentale, plus cette imagerie mentale sera forte. Là, donc voilà, un des exemples d'articles d'Aymeric Guillot sur les effets de l'imagerie motrice dans la rééducation des lésions du système nerveux central et des atteintes musculo-articulaires. Eh bien, on sait qu'un entraînement mental va entraîner une certaine plasticité à la fois synaptique et anatomique au niveau cérébral, et que ça a un impact aussi sur le recrutement des unités motrices. Ça va améliorer la synchronisation des unités motrices et donc va avoir un effet sur des atteintes motrices et sur la motricité. Donc, quels peuvent être les champs d'application de cette imagerie mentale? Ils sont assez vastes. On peut avoir, comme on l'a vu, donc, un champ d'application sur l'activation musculaire, mais aussi, moi, je dirais aussi sur, parce qu'un muscle, ça doit savoir se contracter, mais ça doit aussi savoir se relâcher, donc aussi sur le relâchement musculaire. Ça a un effet sur la limitation de perte de force. Voilà, beaucoup d'études, notamment chez les gens qui étaient alités ou plâtrés, ont montré que si on faisait un travail d'imagerie mentale, eh bien, il y avait une vraie limitation de perte de force. Sur ce qui peut être des fois un peu surprenant, mais sur l'amplitude articulaire, on le verra sur une étude que je vais vous montrer par la suite, que l'on peut avoir un gain d'amplitude articulaire rien qu'en imagerie mentale, et donc sur l'amyotrophie. Là, cette étude sur l'augmentation de la force musculaire que vous voyez, eh bien, en rouge, vous avez la force avec le groupe contrôle sur les patients qui ont fait une imagerie mentale, et en bleu, les patients qui l'ont fait sans imagerie mentale. Eh bien, on voit qu'on a un gain de force de près de 30% en plus chez les gens qui font ce travail d'imagerie mentale. Donc ça, c'est très intéressant. Donc on a un meilleur recrutement musculaire et, comme je l'ai dit, un gain de force assez important si on fait ce travail d'imagerie mentale auparavant. Ce que vous savez, c'est que bien, la représentation du corps au niveau du cerveau, elle est pas uniforme, elle est un peu disproportionnée. C'est-à-dire que eh bien, le cerveau a une représentation, ce qu'on appelle somatotopique, importante de la face et des mains assez importantes. Donc, vous avez le petit schéma rigolo en bas à gauche, donc à quoi ça ressemblerait l'être humain si on avait une figuration proportionnelle, c'est-à-dire que eh bien, voilà, le cerveau est plus attentif à certaines zones du corps que d'autres. Donc, on a besoin des fois de faire un travail un peu plus poussé sur des zones qui sont moins bien représentées au niveau du cerveau. Ici, vous avez les effets de l'imagerie mentale sur le relâchement et le gain de force avec un électromyogramme. Et ce qui est intéressant, ce qu'on voit, c'est que dans les premiers temps, là sur le tableau, donc en bleu,
c'est le groupe avec imagerie mentale et en jaune le groupe contrôle, eh bien, c'est que dans les premiers temps, on va dire sur les 4 premières semaines, on a peu de variabilité sur le gain de force en électromyogramme avec le groupe en imagerie mentale. Mais par contre, après, derrière, eh bien, on a une accélération de gain de force pour aller jusqu'à donc 4 semaines à avoir vraiment un gros différentiel entre le groupe qui aura fait ce travail d'imagerie mentale et le groupe contrôle. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut travailler sur le long terme et qui a des effets vraiment avérés plutôt après un mois. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux amplitudes articulaires. Donc là, vous voyez de l'effet de l'imagerie mentale chez les patients brûlés, donc au niveau tissulaire sur le relâchement, est-ce qu'on peut obtenir, vous voyez, donc avec en haut sur la ligne continue, le groupe avec imagerie mentale, et en bas sur la ligne pointillée, le groupe contrôle, et l'angulation de l'articulation et le différentiel qu'on peut avoir voilà, entre le groupe contrôle et l'image mentale, on a quasiment plus de 10 degrés de gain d'amplitude, ce qui est quand même assez intéressant et important. Là, ce que vous avez aussi, ça c'est intéressant, c'est au niveau de l'apprentissage moteur, c'est-à-dire que même sur des choses qui au départ ne sont pas prévues pour ça, on peut avoir en imagerie mentale un gain. Donc ça, c'est sur des cérébrolésés, des atteintes C6, C7, avec donc des transferts tendineux pour pouvoir faire de la préhension, donc avec ce fameux effet ténodèse qui fait que quand on va faire une extension du poignet, on va avoir une flexion des mains, donc on va transférer des tendons au niveau de l'avant-bras pour pouvoir avoir cet effet de préhension. Eh bien, même donc avec des muscles qui ne sont pas faits pour ça au départ, eh bien, l'imagerie mentale, vous le voyez sur le test, a des gains ici, vous avez pouce, index, poignet, beaucoup plus important en imagerie mentale que en simple travail. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que, mais on le savait, hein, on le voit beaucoup, il y a beaucoup de choses qui paraissent, mais on a une vraie plasticité cérébrale qui fait que le cerveau est capable de retrouver ou d'améliorer des schémas de connexion si on le fait travailler. Ça, je vous l'ai mis aussi, ça c'est intéressant, vous retrouvez ça, donc c'est un centre hospitalier dans le 85 à Challans qui a publié un article sur l'imagerie motrice en rééducation. Donc je vous encourage à aller le voir, vous aurez du coup la référence. C'est intéressant parce que ça amène aussi la notion de eh bien qu'on peut travailler sa capacité d'imagerie mentale. Pareil, donc le professeur Guillot parle aussi de chronométrie pour pouvoir tester la capacité d'imagerie mentale des patients, soit comme vous le voyez ici, par des tests de rotation mentale, c'est-à-dire qu'on va montrer des images et on va demander au patient, là vous avez un pied à gauche, et bien que le patient dise si c'est le même pied, si c'est un pied droit ou un pied gauche, si c'est le même pied sur les deux photos. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chronométrer la réponse. À droite, vous l'avez avec quelque chose de bon, là, à gauche, c'est quand même assez facile, mais il y a des gens qui ont des difficultés à faire cette capacité d'imagerie mentale, notamment quand on a des atteintes neurologiques. Et à droite, pareil, de dire est-ce que c'est la même main, est-ce que c'est une main droite ou c'est une main gauche, est-ce que c'est la même main de l'autre côté, pareil. Donc le cerveau, il doit faire une rotation mentale de la main pour savoir si c'est vraiment la même main. Voilà. Et donc, on va chronométrer ça. Et donc, plus le chronomètre est bas, et bien, plus la capacité imagerie mentale est forte. On a aussi des tests. Donc, vous avez un test qui existe, qui est validé scientifiquement, qui s'appelle le CAVIC 20, qui permet donc d'avoir un score coté sur donc 2 fois 10 items
Pour l'instant, je crois qu'il est qu'en anglais. Ce qu'on fait faire, eh bien, c'est que on va demander au patient de faire des mouvements. Donc, vous voyez sur la droite en anglais, donc il y a flexion et extension du cou, montée, descente de l'épaule, flexion du coude, bon, etc., etc. On va demander au patient d'effectuer le mouvement réellement et ensuite de s'imaginer en train d'exécuter ce même mouvement et de coter de 1 à 5 à la fois la clarté de l'image qu'il arrive à visionner et l'intensité de la sensation kinesthésique associée. Et donc, du coup, bien, on va avoir un score. Plus ce score est élevé, plus la capacité d'imagerie du patient est importante. Ensuite, eh bien, une fois qu'on a tout ça, on peut vraiment avoir un vrai cadre méthodologique pour intégrer l'imagerie mentale dans la rééducation. Comment ça se passe? On va prendre un exemple. Si vous avez quelqu'un qui vient pour un genou et qui a des difficultés à tendre la jambe, on va déjà évaluer la capacité du patient à tendre la jambe. Est-ce qu'il arrive à le faire, etc. On va lui expliquer la nature du traitement parce que ça, c'est important par rapport au cerveau qu'il comprenne ce qu'on lui demande. Ensuite, eh bien, avec le mouvement qu'il a réalisé et en lui corrigeant le mouvement avec les sensations kinesthésiques associées, on va lui enseigner la technique d'imagerie. On va lui demander de se visualiser, de fermer les yeux, de se visualiser en train de tendre la jambe avec toutes les sensations kinesthésiques associées, sensorielles. Est-ce qu'il sent des tensions, des gênes, des blocages? Est-ce qu'il sent son muscle se contracter, etc. Et là, on va se servir aussi donc du côté sain pour pouvoir avoir le maximum d'informations. Et ensuite, on va intégrer le traitement dans la prise en charge. C'est-à-dire que, bien, avant de tendre la jambe, il va faire ce travail d'imagerie mentale, de se voir en train de tendre la jambe avec les sensations associées, et ensuite tendre la jambe pour essayer de retrouver cette bonne sensation. Le dernier point, eh bien, c'est de veiller à ce que le patient soit capable de le faire par lui-même, donc à autogénérer son traitement. Une fois qu'on a vu que le patient était capable de le faire, eh bien, il va être capable de le faire aussi, par exemple, chez lui. Voilà les 5 étapes. Et donc ça, on peut vraiment l'intégrer dans tout type de prise en charge, tout type de rééducation, sur tout type d'exercice, et avec vraiment un effet bénéfique. Nous, avec Aliane, comment on intègre cette imagerie mentale? Pour ceux qui ne connaissent pas la reprogrammation neuromotrice Aliane, donc il s'agit d'un procédé qui travaille sur la motricité. Soit on a besoin de corriger une motricité qui serait dysfonctionnelle, soit on va faire acquérir un schéma moteur qui aurait complètement disparu, soit on a un schéma moteur qui est bon et on veut le rendre le plus optimal possible. Et là, on est plutôt sur la gestuelle sportive. Donc, pour cela, on va servir d'un triptyque. On va servir du travail de proprioception et de sensations kinesthésiques, ainsi que de l'imagerie mentale et des sons de basse fréquence. Pourquoi on fait tout ça? En fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire dans cette méthodologie? C'est que on va analyser de la motricité dans un premier temps, voir ce qui ne fonctionne pas. Ensuite, eh bien, on va essayer de corriger cette motricité qui soit est absente, soit est dysfonctionnelle. Et pour ça, on va se servir de l'imagerie mentale qui va nous aider à faire ce travail de changement, de correction de la motricité. Alors ça, c'est déjà pas trop mal si on arrive à faire ça. Mais ce qui va être le point clé aussi, c'est comment on arrive à ancrer cette nouvelle motricité. Parce que là, jusqu'à présent, il y avait quand même beaucoup de variabilité dans l'ancrage de cette motricité. Quand on fait des exercices avec des patients, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui arrivent à ancrer, que c'est acquis, d'autres moins, qui mettent plus de temps, etc. Et donc, on a besoin d'un stimulus extérieur pour pouvoir ancrer. Et c'est là où les sons de basse fréquence vont intervenir. Et les sons de basse fréquence, on va le voir juste après, eh bien, ils vont réussir à nous partager. Donc, en pratique, eh bien, dans un premier temps, ce qu'on va faire, eh bien, on va rechercher toutes ces inhibitions motrices qui modifient la gestuelle du patient. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé ce qu'on allait travailler, eh bien, on va faire un travail proprioceptif poussé pour que le patient ait le maximum de sensations de ce qui ne fonctionne pas. Ensuite, on va se servir donc de cette imagerie mentale dont on a parlé ce soir, donc
qui va permettre de travailler à la fois hors action, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas capable de faire un mouvement, en imagerie mentale, il va réussir à le faire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, un mouvement qui va être douloureux, eh bien, en imagerie mentale, il va pouvoir se le visualiser sans la douleur. Donc, du coup, on va activer ces schémas de connexion et on va se servir aussi une autre qualité neurofonctionnelle du cerveau, à savoir le neurone miroir, c'est-à-dire la capacité du cerveau à transposer des sensations du côté gauche vers le côté droit. Et ensuite, ces fameux sons de basse fréquence qui vont permettre d'ancrer. Donc, on se sert de deux types de sons. Un premier type de son qu'on appelle pulsé. Ce son-là, il va permettre de mettre le cerveau du patient dans un certain état, parce qu'on a besoin que le cerveau soit vraiment en mode concentration pour pouvoir changer de la motricité. Donc, on se sert d'un son bien précis qui met le patient dans un mode qu'on appelle l'hypovigilance. L'hypovigilance, si vous voulez, c'est cet état du cerveau où le cerveau est concentré sur une tâche, mais détaché du monde extérieur. Souvent, je donne comme exemple, vous êtes en train de conduire et vous apercevez que quand vous êtes concentré en pensant à quelque chose, que la route a défilé et que vous n'avez pas forcément été attentif. Voilà, c'est exactement ça le mode hypovigilance. Le cerveau est concentré sur une tâche, il en oublie un petit peu le monde extérieur. Donc on va se servir cet état d'hypovigilance pour que le cerveau va ancrer un maximum de choses. Et ensuite, on va se servir d'un deuxième son qui est dit associé ou son ancrage, qui est choisi par le patient de façon totalement subjective, qui va permettre à chaque fois que l'on veut ancrer quelque chose de vraiment bien précis, eh bien, on va actionner ce son, ce qui va avoir comme effet ce qu'on appelle d'avoir un engramme positif pour le cerveau. Parce que le cerveau, comment il arrive à ancrer des informations, c'est souvent par association avec quelque chose d'autre. Donc du coup, nous, on va lui donner un stimulus positif qui va faire que le cerveau va se dire: «Ah ben tiens, ça, c'est intéressant, je le retiens», et cetera, et cetera. Donc une fois qu'on a fait ça, et bien après, on va voir le changement de la motricité, ce que l'on a obtenu. On va continuer la phase d'ancrage et derrière, voilà, une fois que le cerveau a retrouvé ce schéma de connexion de la motricité, tout n'est pas voilà, youpi tralala, il n'y a plus rien à faire derrière. Non, ce qu'on va faire, c'est que, on va continuer à le travailler de manière à ce que ça soit automatisé. Voilà. D'un côté, quand il le fait, il n'a pas besoin d'y réfléchir, c'est facile, etc. Il va devoir le travailler jusqu'à que de l'autre côté, ça soit pareil, ça soit automatique. Il y a quand même des limites à ce genre de séance, hein. Ça reste un outil dans notre boîte à outils, hein. On ne va pas dégainer à chaque fois ce genre de séance. Des fois, c'est juste de la rééducation dont le patient a besoin. Les limites, ça va être des capacités cognitives trop dégradées, notamment en neurologie, parce que dans ce genre de séance, le patient doit être capable à la fois de verbaliser ses sensations, mais aussi de comprendre les consignes. Donc voilà, et on doit avoir une attention particulière aux capacités cognitives du patient. Une atteinte mécanique dans le sens, si on a un nerf qui est coupé, si on a un muscle qui est lésé, si on a la moelle qui est sectionnée, voilà, il n'y a plus d'effecteur, le courant entre guillemets ne passe plus, donc là, voilà, on ne peut rien, hein. Donc là, effectivement, il faut voir si on n'est pas en face de ça. Et puis les patients hyperalgiques, dans le sens où c'est vrai qu'on a des patients qui sont trop douloureux, souvent à plus de 8 sur 10 sur une échelle numérique. Et donc du coup, sur le travail de sensations kinesthésiques, à part la douleur, les patients ils n'arrivent pas à avoir d'autres sensations. Donc là, on a besoin soit de réorienter le patient, de l'envoyer chez un médecin pour diminuer la douleur ou dans un centre antidouleur, etc. Mais on a besoin aussi voilà, de ça pour pouvoir faire ce genre de séance. Je vous ai mis un exemple, un cas concret d'une patiente que j'ai eue cet été sur le genre de séance de reprogrammation neuromotrice que l'on peut avoir. Donc c'est une dame qui, vous allez voir, a eu une chute avec une fracture de rotule. Elle est à plus d'1 an et demi du trauma. Et donc voilà comment, dans sa difficulté, c'était monter et descendre les escaliers. Donc beaucoup de difficultés, comme vous pouvez le voir déjà à monter et à descendre aussi. Donc
pour elle, c'est compliqué parce qu'elle ne peut pas descendre sur sa terrasse, etc. Donc, vous voyez, c'est assez douloureux, assez sensible. C'était une atteinte, par contre, je ne vous ai pas dit, c'est une atteinte bilatérale, hein, fracture bilatérale de rotule parce qu'elle est tombée sur les genoux. Voilà, donc gros trauma. Et voilà. Donc là, ce qu'on a fait, eh bien, ce que je vous ai dit, on a fait ce travail de reprogrammation neuromotrice. Et voilà ce qu'on en obtient donc juste après la séance sur un travail d'activation du quadriceps. Donc c'est vrai que ça paraît assez surprenant d'obtenir ça en une séance. Moi, je n'ai pas envie de véhiculer une image de voilà, c'est magique, c'est bluffant. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que le cerveau, voilà, il ne savait plus du tout comment bien se servir de ce quadriceps. Et nous, on a juste reprogrammé ça de manière à ce qu'il retrouve ce schéma de connexion. Et c'est vrai que c'est surprenant parce qu'il y a un effet on-off, mais le schéma de connexion, il n'avait jamais disparu au niveau du cerveau. Il est toujours là. Nous, on lui remontre, il se le réapproprie. Et derrière, voilà, on obtient déjà un très bon résultat juste après la séance. Mais voilà, après, quand je redis ce que j'ai dit, il faut continuer à le travailler par la suite. Donc, si vous êtes intéressé par ce genre de méthodologie ou pour pouvoir envoyer vos patients faire éventuellement une séance de reprogrammation neuromotrice, vous pouvez aller sur le site d'Aliane où vous retrouvez une cartographie de tous les praticiens Aliane en France. Il y en a maintenant une centaine. Si vous voulez aussi vous former à ce type de méthodologie, vous pouvez aussi avoir toutes les informations sur le site d'Aliane, sur lequel je vous encourage d'aller voir. Je vous ai mis aussi quelques bibliographies sur tout ce qui est reprogrammation neuromotrice et inhibition motrice que vous pourrez retrouver notamment dans le replay. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Désolé encore pour le petit retard. On va passer donc aux questions s'il y en a. Si vous avez d'autres questions aussi qui vous viennent plus tard, vous pouvez me joindre avec grand plaisir sur mon mail sladoucette@gmail.com. Et puis, comme je l'ai dit, si vous avez des questions un peu plus sur la méthodologie Aliane, vous pouvez aller sur le site www.aliane.com. Donc, je vais de suite couper ma caméra et on va passer donc aux questions s'il y en a. Hop. Donc, j'espère que ça, en tout cas, ça vous a plu. C'est vrai que l'imagerie mentale, de plus en plus, hein, c'est un sujet en rééducation que l'on retrouve et ce travail sur le cerveau. En tout cas, moi, les neurosciences et le travail sur le cerveau, pour moi, c'est l'avenir de la rééducation parce que ben, on atteint un peu des limites sur le côté musculo-squelettique et la prise en charge. Et là, vraiment, la vraie frontière maintenant, ça va être tout ce travail sur la motricité, comment le cerveau arrive à générer de la motricité. Donc voilà. Donc, hop, je sais pas. Apparemment, il n'y a pas trop de questions qui apparaissent. Ah, si, première question. À partir de combien de temps de pratique pouvons-nous ancrer un geste? Alors, si vous parlez de alors, dans la performance sportive. Ah, OK, d'accord. Quand on fait un travail sur la gestuelle sportive, généralement, avec le sportif, on doit passer du temps, c'est quasiment une demi-journée parce qu'on a besoin d'aller analyser le mouvement, sur site, faire des vidéos notamment, voir ce qui fonctionne pas bien. On va faire appel souvent aux préférences motrices pour voir comment fonctionne le patient et derrière, on va à la fois corriger analytiquement et en fonctionnel le geste. Souvent d'ailleurs, très, très souvent, hein, avec le coach, parce que c'est lui, parce que nous, on n'est pas forcément spécialiste de la gestuelle du sport auquel on est confronté. Donc le coach va lui dire voilà, nous, moi je voudrais, voilà, il fait comme ça, moi je voudrais qu'il fasse comme ça. Donc on va changer le geste et après on a besoin aussi de voir bien de nouveau dans la gestuelle si ça a été bien ancré. Et donc voilà, donc on va y passer quand même presque une demi-journée et ensuite, comme je l'ai dit, hein, derrière, on a besoin de continuer à l'automatiser parce que, eh bien, il y a aussi l'aspect dans la performance sportive, eh bien, compétition. On sait que dans le mode compétition, le cerveau va fonctionner différemment par rapport au stress.
par rapport à leur environnement et qu'on a besoin vraiment que ce geste qu'on aura fait soit le plus automatisé possible pour que ce soit le plus facile possible pour le cerveau de le retrouver ensuite en compétition. Donc voilà, cher Kelly, pour votre question. Ben, merci à vous aussi d'avoir suivi en tout cas ce. N'hésitez pas, hein, moi je suis toujours prêt aussi à échanger, si comme j'ai dit, si vous avez d'autres questions qui apparaissent.